Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi aujourd'hui je vais revenir sur la finale de l'US Open hier. J'imagine que vous avez tous regardé ça. La victoire de Rafa, 6-3, 6-3, 6-4 en un petit peu moins de 2h30. Un match complètement survolé par Rafa qui lui permet d'aller gagner son 16e Grand Chelem, de prendre quasiment 2000 points d'avance sur Roger Federer et surtout qui lui permet de regagner un titre en Grand Chelem hors Roland Garros qui lui était pas arrivé depuis 4 ans, puisque son dernier titre hors Roland Garros ça avait été l'US Open justement déjà en 2013. Donc voilà. Donc on va revenir sur le match. Le match, il s'est passé à peu près ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que Anderson pouvait tenir tant qu'il allait réussir à bien servir. Il arriva à 3-3 sur ses trois premiers jeux de service, il aurait pu se faire breaker quasiment sur les trois, mais à chaque fois il a très très bien servi. Il avait fait 6 aces après 3 jeux de service, donc il était à deux aces de moyenne par jeu de service. Ça lui a permis de faire illusion dans ce début de match. On était à 3-3, il y avait déjà à peu près 45 minutes de jeu. Et puis sur le septième jeu, il s'est fait breaker. Rafa a réussi à aller chercher le break sur une grosse faute de Kevin Anderson sur un coup droit d'attaque sur lequel Anderson veut prendre beaucoup trop de risques parce que Rafa avait déjà fait quelques gros points en défense. Donc voilà, donc il veut chercher la ligne, ça sort et à partir de là on n'a plus eu de match puisque Rafa a confirmé son break blanc. Derrière, il a rebreaké pour service pour le 7 et s'imposer 6-3 en breakant deux fois son adversaire. Et surtout, Nadal a été comme à Roland Garros, absolument injouable sur son service, c'est-à-dire qu'il a absolument rien laissé. Il a commis quasiment aucune faute directe, sauf quand il était à 40-0 pour lui. Et surtout, il a très très bien servi. Il a très très bien servi et il s'est montré extrêmement bon du fond du cours. Donc voilà, donc on a eu un match assez basique, quoi. C'est-à-dire deux jeux différents, un grand serveur qui est capable aussi de très bien frapper du fond du court face à un défenseur exceptionnel et un très très bon retourneur. Et très logiquement, c'est Nadal qui s'est imposé dans ce match. En plus, moi je pense que le premier set a fait très très mal à Kevin Anderson parce que mine de rien, même s'il y a eu 6-3, ça a duré 58 minutes. Donc quand vous venez de vous battre pendant 58 minutes contre un joueur et que vous vous retrouvez mené 1-7-0 en ayant encaissé deux fois le break, alors que justement votre point fort c'est justement cette qualité de service qui doit vous permettre d'au moins espérer amener votre adversaire au moins dans un tie-break. Là, ça n'a pas été le cas. Nadal, j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans sa transition, jeu défensif, jeu offensif. C'est-à-dire que très souvent, sur le service d'Anderson notamment, Nadal a commencé en défense. C'est obligatoire parce que Rafa se mettait 5 mètres derrière sa ligne de fond de cours et parce qu'en face, vous avez un gars qui sert à 135 miles, c'est-à-dire 215 km/h quasiment tout le temps. Donc voilà. Donc souvent des échanges qui commençaient avec un Nadal très défensif. Et très rapidement, au bout du deuxième, troisième coup de raquette, c'était Nadal qui était sur sa ligne et qui dictait le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel chez Nadal. Et c'est toujours un compartiment du jeu dans lequel il a excellé les années où il a été numéro un mondial. Mis à part 2008. 2008, je pense que c'est l'année où Nadal il est numéro un mondial en étant le moins offensif comparé à 2010 et 2013. Et là, on a retrouvé ça. En plus, clairement, il a retrouvé une qualité de retour qui est assez incroyable. Il vient quand même de jouer deux exceptionnels serveurs entre Juan Martín Del Potro et Kevin Anderson, qui sont deux très très grands serveurs. Il a breaké Anderson 4 fois et il a breaké Juan Martín Del Potro 6 ou 7 fois. Donc, ça veut dire que sur les 6 derniers sets contre des gros serveurs, il a réalisé une bonne dizaine de breaks. Ce qui est quand même assez exceptionnel sur une surface dure, qui est une surface plutôt rapide. Donc voilà, après, moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est dans le jeu vers l'avant.
c'est la qualité du jeu à la volée de Rafa. Hier, il monte 16 fois au filet, il gagne 16 fois le point. Voilà, vous pouvez pas faire mieux. Et avec ce petit clin d'œil de l'histoire où Nadal termine pour la première fois de sa carrière, va chercher un titre en Grand Chelem en réalisant un service volé sur la balle de match. Il en avait fait quelques-uns dans le match, 3 ou 4 au moins, et sur le cinquième, sur balle de match, il sort un service volé d'école, service du gaucher, court croisé, et la petite volée de revers, la volée courte sur laquelle Anderson ne peut rien faire. Donc voilà, ça vient récompenser une saison absolument extraordinaire de la part de Rafa, qui a gagné 2 grands chelems, qui a tout gagné sur terre battue, ou presque, puisque mis à part Rome, il a gagné tous les tournois auxquels il a participé. Finale en Australie, finale à Miami, finale à Acapulco. Aujourd'hui, je me rappelle, quand Rafa est passé numéro un mondial, il y avait, vous savez, moi je suis beaucoup sur Twitter, et il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était un numéro un mondial par défaut, parce qu'à cette époque-là, il avait que 6000 et quelques points. Et moi, à ce moment-là, je réagissais pas, parce que bon, je trouvais, ça venait tout le temps des mêmes fans, hein, les fans de Roger en l'occurrence. Euh, et, euh, et ce qui était marrant, c'est que ces gens-là, euh, quoi qu'il arrive, que ce soit Roger ou Rafa qui termine numéro un de la saison, moi j'étais persuadé que le numéro un mondial en question finirait entre 10 et 12 000 points. Parce que et Roger et Rafa défendent 0 points quasiment, du moins Roger vraiment c'est 0 chez 0. Et Nadal défendait juste un huitième de finale à l'US Open, et c'est quasiment tout. Parce que je sais même pas s'il a joué un match derrière l'année dernière. Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà. Donc Rafa aujourd'hui se retrouve numéro un mondial, 1960 points d'avance sur Roger Federer, en sachant qu'il reste 2 Masters 1000, un ATP 500 et, et, un- et le Masters, auquel Rafa et Roger vont participer évidemment. Autant dire que Rafa a quand même vraiment toutes les cartes en main pour terminer la saison en tant que numéro un mondial. Parce que si vous prenez le détail, 2000 points d'écart, il reste 4500 points en jeu. Je vois vraiment mal, vu l'état physique de Roger qui s'est dit extrêmement fatigué après l'US Open, je vois vraiment mal Roger être capable de faire le Grand Chelem sur ces 4 tournois, aller chercher. À mon avis, il peut en gagner. Un Bâle, il va certainement le gagner. Le Masters, il peut le gagner. Voilà, il peut prendre 2000 à 3000 points. Mais Rafa, sur ces tournois-là, lui aussi peut gagner. Nadal va jouer Pékin, où il a toujours fait des très très bons résultats. Il a souvent perdu en finale contre Djokovic. Djokovic sera pas là. Il y aura pas Murray. Donc voilà, il va aller à Pékin en étant grandissime favori. Je pense qu'il s'est fixé aussi comme objectif de absolument réussir à gagner le Masters. Cette année, c'est vraiment une grosse opportunité pour Rafa pour gagner le Masters, parce que je pense que c'est la première année où il y aura pas ni Djokovic, ni Murray, ni Wawrinka, qui sont 3 joueurs qui peuvent clairement le battre sur cette surface-là. Et surtout, avec ce US Open, on peut pas dire que Rafa ait laissé beaucoup de jus sur le plan athlétique, même sur le plan émotionnel finalement. Je pense que émotionnellement, il s'est passé beaucoup moins de choses pour Rafa comparé à Roland Garros et la décima qui l'attendait tant. On l'a vu avec sa joie, une joie très très sobre, les bras levés, c'était aussi sans doute une forme de respect par rapport à Kevin Anderson, et c'est aussi sans doute lié au fait que Nadal n'a jamais tremblé dans ce match, puisqu'il a été devant très rapidement, et il a vraiment déroulé sur ce match. Donc la fin de saison, elle peut être vraiment historique pour Nadal. Historique pourquoi? La première chose, c'est que le seul grand titre qui manque à Nadal, c'est le Masters, clairement. S'il gagne le Masters, si Rafa gagne le Masters, ça sera le seul joueur de l'histoire à avoir absolument tout gagné, c'est-à-dire la Coupe Davis, les 4 tournois du Grand Chelem, les Jeux Olympiques en simple, les Jeux Olympiques en double et le Masters. Si Rafa fait ça, franchement, et il a un coup à jouer cette année, c'est pour ça que moi j'espère qu'il va surtout bien se programmer, et pas trop jouer, et pas laisser trop de jus dans les tournois avant le Masters. Mais s'il réalise ça, en termes de palmarès, ça deviendra quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ça deviendra
Et le débat sera de nouveau relancé avec Roger sur qui est le plus grand de l'histoire. Après, ce qui est très très intéressant, c'est que pour la première fois depuis des années et des années et des années, Rafa aura fait, et je touche du bois, s'il lui arrive rien, une saison complète de chez complète. C'est-à-dire il aura raté aucun grand événement, il aura joué Wimbledon, même s'il fait pas un très très bon résultat, en étant à 100% de ses moyens physiques. C'est-à-dire qu'à Wimbledon, il n'y avait pas de problème de genou, il est juste tombé sur un Muller qui a fait un match extraordinaire. Et donc c'est la première fois depuis des années. Ça c'est très bon signe parce que, et ça s'explique par l'évolution du jeu de Rafa. Quand vous regardez le match d'hier, et que vous prenez par hasard, vous regardez un Nadal Anderson d'il y a 4 ans, d'il y a 4-5 ans, un des premiers matchs, vous allez voir que Nadal a couru 4 fois moins que ce qu'il courait à l'époque. Nadal court beaucoup moins, fait beaucoup plus courir ses adversaires, il est beaucoup moins en danger sur ses jeux de service, et il a un jeu, de manière générale, qui est beaucoup moins frustrant et fatigant pour son corps. Et ça vient aussi sur le plan technique, notamment côté revers. Côté revers, Nadal, quand on l'agresse, il prend tout bloqué aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc on a un Nadal qui est vraiment, vraiment devenu un joueur extrêmement complet et un joueur vraiment capable de gagner de nouveau sur dur. Il n'avait pas fait depuis 34 tournois, d'ailleurs c'était assez marrant, parce qu'ils n'arrêtaient pas de répéter 34 tournois consécutifs sans titre pour Nadal sur dur. J'aimerais bien, je la connais pas la stat, mais j'aimerais bien connaître la stat du nombre de tournois sans titre sur terre battue de Roger Federer. Voilà, c'est une stat qui veut absolument rien dire, surtout qu'on parle pas d'un joueur qui a été mauvais sur dur depuis 4-5 ans, hein. On parle d'un gars qui a joué des finales de l'US Open, qui a joué des finales de l'Open d'Australie, qui a joué des finales de Masters 1000, etc. Donc voilà, donc moi je pense qu'il y a vraiment un gros coup à jouer pour Nadal sur cette fin de saison pour un garder sa place de numéro un mondial et deux pour aller chercher des titres qui lui manquent à son palmarès. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes vraiment bien régalés pendant cette quinzaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier sur le blog, vous me dites. Je vous dis à très vite sur le blog et puis régalez-vous, profitez de ce 16e Grand Chelem, quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir en début de saison. Donc voilà, je vous dis à très vite sur le blog. Bonne journée, bonne soirée.